77b. Aïn Zayn Amoud. Shemen Kedel Asur Ever Katan. De l'huile pour enduire un petit membre. Amre de Rabbi Yanaï. On a enseigné au Beth Midrash de Rabbi Yanaï. Shemen Kedel Asur Ever Katan Shel Katan Ben Yomo. On a dit de l'huile pour pouvoir enduire, masser quoi, le petit membre d'un petit enfant d'un jour. Donc, l'une des phalanges du plus petit doigt d'un enfant qui vient de naître le jour même. C'est dire la quantité. Hein. Mais Tivé en a objecté à partir d'une braïta. On nous dit que celui qui transporte de l'huile d'un domaine à un autre le Shabbat, la quantité pour être hayab, pour avoir transgressé le Shabbat, elle est shemen kedel asur ever katan, pour enduire un petit membre, de katan ben yomo, et donc et aussi un petit qui a un jour. Donc maïlav ever katan de gadol. Donc si on a séparé en deux, ne veut-on pas dire par là qu'il s'agit du petit membre d'un grand, un homme qui est adulte, ever gadol chez katan ben yomo, et le grand membre d'un petit enfant qui vient de naître. Entendu pour arriver à quelque chose d'à peu près équivalent. Et ça va à l'encontre de ce que l'on a enseigné dans le Beth Midrash de Rabbi Yanaï. On avait dit que c'était le petit membre d'un petit enfant qui venait de naître. Moi, j'ai fait cette explication en disant la chose suivante. Amrelar debe Rabbi Yanaï. Les sages du Beth Midrash de Rabbi Yanaï, ils peuvent te répondre. Non, c'est pas ça l'intention de la Braïta. Achikamar, voilà ce qu'elle a voulu dire. Celui qui transporte Shemen, qui est la source Ever Katan chez le Katan Ben Yomo, dont la quantité est juste nécessaire pour enduire le petit membre d'un enfant qui vient de naître. D'accord? Donc, une phalange du petit doigt. Les ma'a ketanae. Alors, on va dire, peut-être, on s'en sort pas. On voit qu'on a un blocage. On va dire que c'est comme peut-être une discussion entre les Tanaïm et les maîtres de la Mishnah. Shemen. Donc, on en dit la chose suivante dans une autre braïta. Celui qui sort de l'huile d'un domaine à un autre, pour avoir transgressé le Shabbat, sur Ever Katan, pour de quoi enduire un petit membre, le Katan Benyo, et aussi le membre d'un petit d'un jour, livré Rabbi Shimon ben Elazar. Ça, ce sont les propos de Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan dit qu'en vérité, la quantité dans les questions ici, c'est Kedé la sour Ever Katan, pour enduire un petit membre. Maïla Vera Kemiflege. Est-ce que ce n'est pas ça le sens de la discussion? Rabbi Shimon ben Elazar, ça va, Rabbi Shimon ben Elazar, il pense, Ever Katan chez le Katan, que c'est la quantité pour enduire le petit membre d'un enfant qui vient de naître. Le Rabbi Nathan Sabar, Ever Katan de Gadol. Rabbi Nathan dit non, c'est le petit membre d'un grand. Ou alors, Ever Gadol de Katan. Ou alors, le grand membre d'un petit. Donc, par exemple, le pouce d'un bébé qui vient de naître. Alors, Ever Katan, chez Katan Ben Yomo, mais tout le monde sera d'accord que si c'est le petit membre d'un petit enfant qui vient de naître le jour même, non, là, c'est quand même pas. C'est trop petit pour qu'il puisse avoir transgressé le Shabbat d'après la loi de la Torah en transportant une telle quantité. On a dit non. Des couleurs, tout le monde sera d'accord. Ever Katan de Katan Ben Yomo, que si c'est pour enduire le petit membre d'un petit qui vient de naître, c'est sûr qu'il ne sera pas chayab, il n'aura pas transgressé d'après la loi de la Torah. Ça. Maintenant, on passe à la page d'après. Velita de Rabbi Yanaï. Et les propos de Rabbi Yanaï, en fait, ils ne peuvent pas, ils sont entre guillemets réfutés par les propos des Tanaïm dans la Braïta. Et ici, voilà le sens de la discussion entre les Tanaïm. Rabbi Shimon ben Elazar, ça va, Ever Gadol, Katan de Gadol. Rabbi Shimon ben Elazar, il pense qu'il s'agit du petit membre d'un grand. Ever Gadol de Katan ben Yomo, ou alors du grand membre d'un petit qui vient de naître.
Kadadeniu, parce qu'en vérité, ils sont équivalents l'un l'autre. Rabbi Nathan, ça va. Ever Katan de Gadol, lui dit qu'il s'agit de transporter de l'huile pour enduire le petit membre d'un grand. Et c'est sûr qu'il sera coupable. Mais si Ever Gadol de Katan, ben Yomolo. Et même si c'est le plus grand membre, enfin, le pouce par exemple, d'un bébé qui vient naître, c'est sûr qu'il ne sera pas chayav. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop petit. Et donc, ça ne s'appelle pas quelque chose qui est chashuv. Pour avoir transgressé le Shabbat, il va falloir transporter d'un domaine à l'autre quelque chose qui a une chashivut, quelque chose qui a une importance. Et pour en dire, même le pouce d'un bébé qui vient naître, c'est rien. Mais il y avait là. Alors, qu'est-ce qui est sorti de cette affaire? Tashma, viens écoute. Tania, on enseigne une autre braïta. Rabbi Shimon ben Azar, mais Rabbi Shimon ben Azar, il dit l'huile pour enduire le petit membre d'un enfant d'un jour. Donc, on voit bien que d'après lui, ça suffit pour être chayav, pour avoir transgressé le Shabbat. Et donc, il en ressort de là, comme la première explication que l'on avait donnée, et que donc les propos de Beth Midrash de Rabbi Yanaï, ils rentrent, ils s'inscrivent en plein milieu d'une bataille, d'une marloquette à Tanaïm, des discussions entre les maîtres de la Mishnah. On enseigne dans la Mishnah, Maïm kedela shuf bahen et akilor. Celui qui transporte de l'huile, de l'eau, le Shabbat, pour diluer la pommade que l'on met sur l'œil pour le guérir, donc la pommade ophtalmique, c'est une petite quantité d'eau, ça suffit pour avoir transgressé le Shabbat d'après le Torah. Amar Abaye l'enseigne. Mikedim, à quoi ça référence ça? Alors, Kol mita de shricha velo shricha, toute chose qui est apte à deux usages différents, dont les mesures sont divergentes. Et l'une de ces mesures, l'un de ces usages est quelque chose de fréquent et l'autre c'est quelque chose de plus rare. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Azul Rabbanan Batar de shricha. Dans tous ces cas-là, les Chachamim, ils ont pris l'usage le plus fréquent comme mesure de référence, quand bien même, eh bien les coups-là, ça serait pour avoir une sortie plus coulante. Et donc, par exemple, si pour transgresser, pour un besoin, il y a besoin d'une plus grosse quantité, eh bien, c'est ça qui va être notre mesure étalon. Et c'est les coups-là, pourquoi? Parce que ça veut dire que tant qu'il n'a pas éteint cette quantité qui est beaucoup plus importante, il n'aura pas transgressé la loi de le Shabbat d'après la loi de la Torah en le transportant d'un domaine à un autre. Shricha ou shricha. C'est deux usages qui sont à peu près équivalents dans leur fréquence. Azul Rabbanan Batar de Shricha Lechuma. Alors dans ce cas-là, les Chachamim vont choisir comme mesure étalon celui qui est fréquent certes, mais pour l'aspect le plus sévère. Donc la plus petite quantité quand il s'agit de transporter d'un domaine à un autre le Shabbat. Et on va donner les exemples. Yain, le vin, a priori, l'usage le plus fréquent qu'on en fasse, c'est de le boire. Mais par contre, en faire des usages médicinaux, ça, c'est moins fréquent. Ça ne l'est pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Azul Rabbanan Batar les Chachamim ont pris comme mesure étalon la boisson, parce que c'est ça qui est fréquent. Donc, c'est logique. Et dans ce cas-là, effectivement, la quantité, elle est plus importante. On nous dit les coula, donc c'est plus coulant. Khalav, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? Rien de spécial. Ah, je voyais plus. L'écran était. Je me demande si c'était pas parce que je pose ma Gemara sur l'ordi. C'est plus pratique pour moi, c'est moins fatigant, mais bon.
Donc j'en étais au lait, c'est ça? Où est-ce que j'en suis? Voilà. Olé, olé. Hein? Au lait? Donc on dit Khalav, le lait d'une vache, ou d'une chèvre, hein. Achilato shricha, sa consommation, c'est fréquent. Refuato lo shricha, l'usage pour faire des médicaments est moins fréquent. Azul rabbanan bata achilato. Donc les chachamim ont choisi la consommation et évidemment donc ça sera des quantités beaucoup plus importantes. Et les kula, ça sera beaucoup plus coulant. Des vaches, par contre, le miel, achilato shricha. Sa consommation, c'est fréquent. Refuato shricha. Et l'usage médicinal du miel est aussi fréquent. On le met à toutes les sauces, dans les remèdes de grand-mère. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Azul rabbanan bata refuato. Les chachamim, ils ont choisi l'usage médicinal. Pourquoi? Et chomoa, ça sera plus sévère, parce que pour un onguent, on va mettre une toute petite quantité de miel, alors que quand on mange, on se laisse aller, comme on dit. Parce que, en vérité, l'eau, sa consommation, le fait d'en boire, c'est fréquent. Et on en prend beaucoup parce qu'on en a besoin, on a soif. Mais par contre, on ne l'utilise pas tant que ça pour des remèdes. Par exemple, pour faire diluer une pommade ophtalmique. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qui peut justifier que les chachamim, ils ont choisi de prendre comme mesure étalon l'usage médical, qui va avoir pour conséquence d'être beaucoup plus sévère. Il n'y a pas photo entre la consommation de l'eau et l'usage médical de l'eau. D'un côté, la consommation, c'est énorme, et l'usage médicinal, c'est beaucoup moins. Amar Abaye Biglal Begalila Chanou. En vérité, ça a été dit dans Galilée. Pourquoi? Parce que là-bas, en Galilée, les gens étaient pauvres et ils n'avaient pas beaucoup de lait et les autres boissons non plus, ils ne les utilisaient pas. Et donc, comment est-ce qu'ils ils fabriquaient leurs onguents ou leurs médicaments? Ils utilisaient de l'eau à toutes les sauces. Et donc, comme là-bas, l'eau était très utilisée pour tout ce qui concernait les usages médicinaux, alors ça prenait une importance quasiment aussi importante que celle de la boisson, de la consommation, à la différence des autres contrées où les gens n'utilisaient pas l'eau tant que ça pour les usages médicaux, mais plus pour le boire. Rabba Afiutema Bishar Mekomod. Rabba dit, même si tu parles d'autres endroits où il n'y a pas une telle pauvreté, c'est les Shmuel. On peut expliquer ce passage suivant l'enseignement de Shmuel. Derma Shmuel, car Shmuel a enseigné, Kol Shakiane Massou. Toutes les boissons avec lesquelles on étale les pommades ophtalmiques, ça guérit l'œil. Mais elles ont un effet secondaire provisoire, c'est qu'elles provoquent de l'ombre, dit Rashi. C'est-à-dire qu'elles vont provoquer une sorte d'obscurcissement provisoire de la vision, hein, et après, l'œil va être guéri. Donc ça, c'est l'effet secondaire. Et va mimaya, sauf si la pommade ophtalmique, elle est faite avec de l'eau. Des massou velo métallé. Ça guérit et ça ne provoque pas d'ombre. Il n'y a pas d'effet secondaire. Donc l'eau, c'est le meilleur de tout, parce que ça s'absorbe directement dans l'œil et donc ça permet une guérison beaucoup plus rapide. On avait dit que tous les autres boissons qui sont là pour être bues, eh bien, pour pouvoir transgresser le Shabbat, c'est Revi'it, c'est-à-dire ce qu'on avait dit, un quart de log. Tano Rabbanan. Ça, j'enseigne une braïta.
Dame, celui qui, le Shabbat, va transporter du sang. Le Chalmine Mashkin et toute autre sorte de boisson, Berevi'it, c'est un révit. Une autre opinion, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar dit, Dam, Kedei Lechlol, Ba'ain Achad, Sheken Kochalin, Librekit. Alors, il dit, le sang, c'est la quantité pour enduire un seul œil, pas les deux, un seul, ça suffit, parce qu'on enduit pour la birkit. Et Rachid dit que c'est la taie, T-A-I-E, de l'œil. Donc, je crois que c'est une sorte de petite excroissance. Bon, je ne sais pas, c'est un orgelet. Daniel, il va confirmer. Il ne confirme pas. Je confirme. C'est comme un orgelet, c'est ça, hein? Oui. C'est ça. Donc, voilà ce qu'on utilisait. On utilisait du sang. Alors, Maïninou, c'est le sang de quoi? Ça, c'est important. Dama des Tarnegola Bara. C'est le sang du coq à huppe. Alors, j'ai cherché. C'est un animal qui n'est pas cachère. Et je ne sais pas si on va le voir. 177. Dans la Torah, dans Parashat Shemini, on l'appelle Douchifat. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Attends une minute. On le voit. C'est celui-là. Le nom savant, c'est Upupa epops. Voilà. C'est le Douchifat et c'est le coq à huppe. Donc, vraisemblablement, c'est ça. Donc, on prend le sang de cet animal-là, de cet oiseau, pour cette pommade ophtalmique. Bon. Rabban Shimon ben Gamiel Omer, Rabban Shimon ben Gamiel dit, Dam, Kedel Krolbo, Rainachat. Le sang pour enduire un seul œil. Chez Ken Kohalin, les Yarod. Parce que c'est ce que l'on fait quand il y a une sorte de filet blanc qui apparaît sur l'œil, une sorte de fil blanc qui apparaît dans l'œil, on met du sang. Et alors on met quoi comme sang de quoi cette fois? Damma des croustina, le sang de la belette, ou de la taupe plus exactement. Et simanar. Et Rachid, lui, par contre, il dit Atalef, et Atalef, c'est la chauve-souris. Bon, parce qu'en vérité, il y a des similitudes apparemment entre les deux. Le simanar et le siman, le signe pour s'en rappeler. Gava, le gava, l'interne pour l'interne. Donc, le sang de la taupe ou de la belette, qui est une bête qui se trouve à l'intérieur, d'accord? Eh bien, c'est bon pour guérir ce qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire ce filet blanc, ce fil blanc qui apparaît sur l'œil. Bara, les bara, l'extérieur pour l'extérieur. Donc, le sang de ce coq à huppe, donc qui vit en dehors des lieux d'habitation, qui vit dans la forêt, eh bien, c'est bon pour guérir cette affectation ophtalmique qui est externe à l'œil, il s'agit d'une taie, d'un orgelet, donc quelque chose qui sort de l'œil. Ba'amedvarim amorim. Quand quelqu'un parle-t-on? Bemotsi, de quelqu'un qui a sorti cette boisson, ou ce liquide, d'un domaine à l'autre le Shabbat. Aval bematnia, mais quelque chose qui a sorti, quelque chose qui a l'habitude d'être rangé, caché, kol shiur chayav, quelle que soit la quantité, il a transgressé d'après la loi de la Torah. Rabban Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit, dans quel cas parle-t-on? Le maslia, c'est quelque chose qui a été caché au départ. Et donc, avec ces quantités désignées, et après, il les a sorties. Aval Bemotsi, celui qui sort ces liquides
sans les avoir cachés au préalable, et no chayav la berevit. Pour transgresser le Shabbat d'après la loi de la Torah, il faut à minima la quantité d'un révit. Modim Chachamim, et ça, ils sont d'accord, les Rabbi Shimon avec Rabbi Shimon. Bemotzi Shof Hachin, Pershut Arabim, et chez Shuran Berevit. Que celui qui sort donc, de sa maison, par exemple, Shof Hachin, c'est de l'eau qui a été déversée, sous-entendu de l'eau un peu dégoûtante, quoi, hein, de l'eau de vaisselle, de l'eau de la, ce que vous voulez comme ça. Dans le domaine public, que pour avoir transgressé le Shabbat d'après la loi de la Torah, il faut une quantité à minima d'un révit. Que moins que ça, on ne peut rien en faire. Amarmar, le maître a dit, bah mais Madarim Amrim, dans quel cas parle-t-on de motifs qui est sorti d'un domaine à un autre le Shabbat? Amal Mematia. Mais s'il a sorti quelque chose qui était caché, qui était rangé, eh bien, le Kol Shium, même si c'est une petite quantité, moins qu'un révit, ça suffit pour le rendre coupable d'avoir transgressé le Shabbat. Atou Matia Motiu, et quoi, quelque chose qui a été rangé et caché, eh ben, il n'a pas le droit de le sortir. Et il a rangé, mais il va le droit de le sortir. Donc, en vérité, un homme ne peut être chayab, de pouvoir transgresser le Shabbat, que si il transporte quelque chose qu'il avait préalablement caché. Mais quelque chose qu'il a, c'est inéluctable, en fait. Amar Abaye, Abaye dit, Achabemayas, qui en a quelqu'un partant, chez Amaro Rabo, donc, que lui a dit son maître, donc celui qui est en train, par exemple, son patron d'apprentissage, hein, son compagnon, vers Oufneli Makom, et Sauda. Donc, dégage-moi la maison, il y a tous les outils, hein, c'est un bijoutier ou un tailleur de pierre, et on va pouvoir faire un banquet, un repas. Alors, l'élève, il a été, ou Panalo, il a dégagé l'endroit. Et donc, il a sorti des choses qui étaient normalement rangées dans l'atelier et les a mis dans le domaine public. Et donc, c'est quoi la règle? D'abord, s'il a sorti des choses qui sont importantes pour tous, pas simplement pour l'ouvrier, mais pour tout le monde. Pour tout à chacun, c'est ce qu'il a sorti a une valeur. Chayab, il l'avait. Il a donc transgressé la loi de la Torah dessus en les sortant d'un domaine à un autre. D'abord, chez nos Khachulakol. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas important pour tout à chacun, mais uniquement pour ce corps de métier, et si son maître il l'avait rangé, caché, il sera coupable d'avoir transgressé le Shabbat dessus. Mais s'il n'avait pas rangé, il ne sera pas coupable. Amar, le maître a dit, Modim, Chachamim, le Rabbi Shimon, Motzi, Shofachin, Yeshut Rabin, Shiuran, Berabin. Les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Shimon, quiconque sort de l'eau usagée dans le domaine dégoûtante, dans le domaine public le Shabbat, pour transgresser la loi de la Torah, il faut une quantité à minima d'un révit. Alors ces eaux dégoûtantes, alors qu'est-ce que tu peux en faire? Parce que si c'est pas de la bonne eau, tu peux pas le boire, tu peux pas te laver, tu peux pas laver la vaisselle avec, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors, on est dans une société de récupération absolue. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Amar Birmia, les gabel, ba'en et atit. Pour pétrir avec la glaise. Donc, on verse de l'eau sur cette terre spéciale argileuse. Et avec ça, on va faire former de la glaise et on va pouvoir la pétrir. Tanya. Et pourtant, on a enseigné dans une braïta, que la quantité nécessaire pour transgresser le Shabbat d'après la Torah avec de la glaise, c'est pour faire ou pour arranger l'embouchure du creuset des artisans. D'accord? Donc, les bijoutiers, par exemple. Et pourquoi?
Parce qu'avec ça, ça leur permet de verser le minerai et de le faire fondre. Donc, c'est tout petit, mais c'est très précieux. L'okashia, ça, c'est pas un problème. Hademigval, la seconde braïta qui dit que la quantité pour sortir, c'est, on parle dans une glaise qui a déjà été trempée dans l'eau et que l'on a déjà malaxée. Et donc, dans ce cas-là, même une toute petite quantité, ça a une importance. Parce que ça lui permet d'arranger l'embouchure du creuset. Ha de l'omigval. Par contre, l'eau usagée que la Braïta nous dit, la première, comme lorsque l'on sort dans la rue le Shabbat avec cette eau, eh bien, on peut l'utiliser pour fabriquer de la glaise. Alors, on parle d'un argile qui n'a pas encore été mélangé avec de l'eau. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que la quantité, c'est un révi'it. Parce que moins que ça, bah, tu peux rien faire. Il faut un minimum un révi'it pour mélanger avec de la terre argileuse pour pouvoir faire un peu de quelque chose. Pourquoi? Agmar a dit, les fiches Adam Torah Hagabeltit. Alors, un homme ne va pas se fatiguer, se prendre la tête à pétrir de l'argile. C'est un travail très difficile, avec une toute petite quantité d'eau qui va ne suffire qu'à fabriquer l'embouchure d'un creuset. Et donc, c'est pour cela que la Mishnah a enseigné que dans ce cas-là, on ne peut pas être coupable de quoi que ce soit, d'après la loi de la Torah, si on a sorti moins qu'un révi'it, même de ces eaux usagées. Nouvelle Mishnah, Amotzi Chevel, celui qui sort d'un domaine à un autre, le Shabbat, une corde, d'accord? Kedea Sot, Ozen la Coupa, c'est pour faire une anse au panier. Un panier qui est fait avec des feuilles de palme, d'accord? Gemi, ça c'est du bambou. Kedea Sot Telai, pour faire une sorte de boucle pour suspendre. Elle n'a pas le kivra pour les tamis. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda enseigne, midat mineral katan. C'est pour pouvoir prendre avec la mesure d'une chaussure pour un petit. Aujourd'hui, on va dans le magasin, on a tout en prêt-à-porter, on a les tailles, les pointures, mais autrefois, eh ben, il fallait faire fabriquer une chaussure, mais il fallait amener la mesure, il fallait que l'artisan prenne la mesure du pied, autrement, on ne pouvait pas fabriquer la bonne chaussure. Nia, le papier, on se dit bien qu'à l'époque, ce n'est pas le papier tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'était du papier fait à partir de feuilles, ce qu'on appelle plutôt du papyrus en vérité. Et donc ça, qu'est-ce qu'il faut avec? Pour pouvoir écrire dessus le reçu du percepteur. En vérité, il y avait des percepteurs qui étaient là pour prélever des impôts ou des droits de passage à l'entrée et à la sortie des ponts et aussi sur les bacs pour pouvoir traverser le fleuve. Et donc, il y en avait un, et si vous avez été acquitté de votre droit de passage, eh bien, il vous donnait un papier sur lequel était écrit quittance, il a payé. Comme ça, son collègue qui est de l'autre côté du pont ou sur l'autre berge, quand on lui montre ça, il sait qu'il a affaire à quelqu'un qui est en veille et il le laisse tranquille. Autrement, il lui demande de payer et il ne peut pas rentrer, continuer son chemin. Donc, c'est une toute petite quantité parce qu'il écrit que 2 lettres dessus, grandes, mais 2 lettres. Ve'amotzi kesher mursin chayav. On dit que quelqu'un qui transporte kesher mursin, le nœud des impôts,
bien, il a transgressé la loi de la Torah. On tourne la page. Niar Mahouk. Alors, s'il a sorti un papier effacé, donc on avait écrit dessus, on l'a effacé, on ne peut plus l'utiliser. Hein. Vous imaginez que du papyrus, c'est à usage unique. Une fois qu'on l'a utilisé, on l'efface, c'est fini. Donc, ça, c'est quelque chose qui est plus grand pour pouvoir transgresser le Shabbat dessus. Parce que sur un papier normal, on peut écrire. Là, on ne peut plus rien écrire. Et donc, il en faut kedei kror al selohit ktana shel plaitan. Donc, un morceau de ce papier papyrus suffisamment grand pour entourer une fiole en verre qui contient du baume. Donc, toute petite fiole. Donc, il faut au moins cette quantité-là. Il faut qu'il y ait une chashivut dans cet usage. Il faut qu'il y ait une importance. Moins que ça ne vaut plus rien. Oh, celui qui transporte une bête, la peau d'une bête, pardon, qui n'a pas encore été travaillée et donc n'est pas encore apte à être utilisée pour l'écriture. Quelle est la sorte kimira? C'est pour qu'avec on puisse faire une amulette. D'accord? Et alors on saute la parenthèse. Klaf, ça c'est de la peau qui a été travaillée pour écrire dessus. Shema Israël. La plus petite paracha des téfilines, c'est que les téfilines contiennent 4 parachiotes. Shema Vayam Shamoa, Vaidaber et Kadeshi Kol Bechor. Et donc la plus petite des 4, c'est Shema. Et autant sur les téfilines du bras, elles sont écrites toutes les 4 à la file sur un seul petit rouleau. Autant pour celles de la tête, elles sont écrites les 4 séparément, pliées d'une manière spécifique et rentrées par le sofer dans les boîtiers, les boîtes, les sous-boîtes de la téfila de la tête. Et donc là, la plus petite des 4, c'est Shema Israël. On dit donc, on n'est pas gourmand, juste pour ça. Avec ça, on a déjà écrit un texte qui a un sens à minima. Alors, qu'est-ce qu'on dit à ce sujet? Dayo, de l'encre, pour écrire 2 lettres, comme on avait l'habitude d'écrire sur les poteaux du Mishkan, du tabernacle. Kechol, donc du phare ou du mascara hein, pour les yeux. Kedelik hol ainahat, pour maquiller un œil. D'évêque, de la glu, dit Rashi. Kedeliten birosh ashafshouf, pour mettre sur la tête du chaf-chaf, c'est une planche. On verra plus tard dans la Gemara de quoi il s'agit. Vous fait de gaufrites, du bitume et du soufre, ou du soufre, Kedela asot nekev, pour arranger le petit trou qui apparaît lorsque l'on recouvre un ustensile qui contient de l'argent pur. Et on sort des fois cet argent pur pour les besoins de la bijouterie. Et après, il faut refermer le trou. Donc, ça sert à ça. On le referme avec du soufre ou du bitume. Sha'ava, celui qui transporte donc de la cire de Shabbat d'un domaine à un autre. Kedeliten alpinekev katana. C'est pour boucher un petit trou, qui est par exemple sur le tonneau de vin, et avec lequel on aspire le vin. Et donc, quand on a ça, on met un bouchon en cire à l'époque. Charsit, c'est de la tuile pilée. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec? On va le récupérer pour en faire l'orifice d'un creuset. C'est le sorfezaf pour les fondeurs d'or, les bijoutiers. Rabbi Uda, mais Rabbi Uda, c'est un kedeasot pitput, et pour en faire un trépied, comme le dit Rashi, sur lequel on va poser dessus le creuset dans lequel on met le minerai pour fabriquer des bijoux. Soubine, du son,
du son de blé ou du son d'avoine. Qu'aider l'iten alpi court chez Faisab. Pour mettre sur l'orifice du creuset des joailliers qui travaillent l'or, qui font de l'or. Sid, celui qui transporte de la chaux, qu'aider la soude, Tana chez Babanot. Donc on va l'enduire un petit peu avec de la soude, avec de la chaux, pardon, pour enlever les poils. C'est de radical. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, qu'aider la sot qu'il coule pour arranger les excroissances capillaires sur la tête. Et donc, pour que la fille elle ait des cheveux qui poussent bien. Rabbi Nechami Omer, Rabbi Nechami a dit que de la soude un dépi. C'est pour enduire de chaud le un dépi. On verra plus tard de quoi il s'agit. Alors, Gmar, Hevel, Nami Chayev, la sotla, il n'a pas Volkiva. La corde, on en a parlé. Il devrait aussi être coupable quand il l'utilise pour fabriquer une rustine pour ces fameux tamis. Et ça, c'est une toute petite quantité qui va des charik bemana, étant donné que la corde, c'est quelque chose de dur et de pesant. Alors, ce qui fait dans comment ça s'appelle, des sillons dans un ustensile en bois, les gens, ils n'ont pas l'habitude de faire avec des petites anses pour les tamis. Et donc, c'est pour cela que la Mishnah n'en a pas parlé. Tanu Rabbanan, et ça j'enseigne. Utsin, ça ce sont des feuilles de palmier. Kedela Asot Ozen, les salles Kefifa Mitzrit. C'est pour faire une anse pour un panier qui est fait de dépluchures de bois de palmier. Sieve, celui qui sort une branche d'une plante qui est très fine et qui apparaît et qui s'accroche tout autour du palmier. Donc c'est une sorte de presque de parasite, on dirait du lierre du palmier, quoi. Achirim omrim, Achirim disent à ce sujet, Kedeliten alpi meshper katan et sanen et ayin. C'est pour mettre sur un petit entonnoir pour filtrer le vin. Vous prenez un petit entonnoir et vous versez et naturellement les grosses impuretés du vin vont rester au fond de l'entonnoir et ça va être un premier filtrage. Revav, ça c'est de la matière grasse. Donc soit de la graisse, soit autre chose. Kdelasor tahat aspagin ketana. C'est pour l'enduire sous un aspagin, c'est comment ça s'appelle? Les petites matzot, dit le harour, en fait. Rachid n'a pas retenu cette explication, mais ça me semble plus logique. C'est des toutes petites matzot. Et donc, que l'on met on fait cuire sur les parois du four. Et c'est quelque chose qu'on enduit avec dessus, sur ces matzot. Le kamashiura, c'est quoi la quantité de aspagin ktana? Que c'est là, comme une pièce d'un selah. La Tania Kegoret, pourtant une braïta qui dit que la quantité c'est comme une figue sèche. Réponse, individi. Le CA ou la figue sèche, l'un et l'autre,
Chachurahu, c'est la même quantité. Simplement, il y a deux appellations différentes. Mochin, ça c'est des petites pelures enfin, peluchage de laine ou de coton, d'accord? Tout fin, tout doux, etc. Et Kedela Asot, Kadour Ktana. En quantité, c'est pour en faire un petit ballon. Le Kamashiro, mais on n'est pas plus avancé, c'est quoi le volume d'un petit ballon? Kegoz, comme une noix. Niyar, Kedir Tawla, Kesher Moursin. Donc on dit que le papier, c'est pour écrire dessus, c'est reçu du percepteur. Tana, on a une braïta Kama, Kesher Moursin. C'est quoi? Combien de lettres faut-il pour écrire ce reçu des percepteurs? Shtiotiot, 2 lettres. Veraminu, pourtant on a objecté. Amotinia Halak, celui qui transporte un papier blanc. Donc, on n'a pas écrit dessus. Et il est apte à être utilisable pour être écrit, donc pas un papier effacé. Et Miejbo Kedelir Tauchtiotiot, Chayav. Si il y a la place suffisante pour écrire 2 lettres, il est Chayav. Et bien, Fatou. Et sinon, il n'a pas transgressé la loi de la Torah, mais il a quand même transgressé un interdit rabbinique. Amar Rav Sheshet, il enseigne. Maïshete Otiot, c'est quoi 2 lettres? Shte Otiot, Shel Kesher Moursin, les fameuses 2 lettres du reçu des percepteurs, hein, qui sont à l'entrée du pont ou sur l'autre berge du fleuve. Rava, il dit, Shte Otiot Dinan, nos 2 lettres à nous, ou Bet Achiza, et en plus de ça, il faut qu'on puisse tenir le papier. Donc, il faut qu'il y ait encore de la place pour le tenir. Dainu Kesher Moursin. C'est pour cela qu'on appelle ça le nœud des percepteurs. Parce que on peut écrire dessus ce qui est nécessaire. Parce que les percepteurs, ils n'écrivent pas des lettres normales, ils écrivent des grosses lettres. Et a priori, ils ne laissent pas autour de l'écriture de la place. Donc, s'il y a de la place autour de l'écriture pour qu'on puisse tenir le papier, là, il y a de la chashivut, il y a de l'importance. Mais tu veux en objecter. Motini Amachouk, celui qui a sorti un papier effacé. Ou Shtar Parois, ou une créance remboursée. D'accord? Elle a déjà été remboursée. Et Miège, Belouvan, Chelo, s'il y a dans le partie blanche de ce papier ou de cette créance la place suffisante pour écrire 2 lettres. Oh, Bekulo. Ou alors, s'il n'y a pas cette place, on peut prendre tout le papier. Et avec ce papier, on peut entourer une petite fiole en verre qui contient du baume. Chayav, il aura transgressé d'après la loi de la Torah, en transportant d'un domaine à l'autre. Mais là, si ce n'est pas le cas, il n'y a aucune de ces caractéristiques, pas tout. Il n'a pas transgressé la Torah, mais les Chachamim l'ont quand même considéré comme ayant transgressé le Shabbat. Mais je comprends bien, d'après Rav Sheshet de Hamar, qui a dit, en résolvant les contradictions de la seconde Braïta, Maïs Otiot, c'est quoi de l'aide dont on a parlé dans la Braïta? Otiot, Shelkesher Moursi, Shapir. Les 2 lettres du nœud des percepteurs. Là, je comprends bien. Parce que, effectivement, dans ce cas-là, quand on dit que si dans le blanc, il y a de quoi écrire 2 lettres, c'est de dire que on peut écrire 2 lettres grandes comme on a l'habitude, et il restera encore la place pour écrire quelque chose. Là, les Rava, mais d'après Rava. Des Hamar qui a dit que les 2 lettres dont on a parlé dans la Braïta, c'est comme 2 lettres à nous. D'accord? Bet Achiza et la place pour tenir le papier, Behainu Kesher Mouksin. Ça veut dire quelque chose qui est de la même grandeur, importance que ce nœud des percepteurs. Aha, Bet Achiza l'autorir. Pour celui qui va produire une créance ou alors papier effacé,
avec une partie qui est vide. Bet Achiza lo tzarich. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir de quoi à la place pour le tenir, parce que il n'y a pas besoin de place pour rajouter encore, pour écrire dessus, et pour tenir en plus le papier. Kashia. Dans ce problème, la Braïta, là, elle est problématique pour Rava. Tano Rabanan, les sages ont enseigné. Amoti Kesher Moursin, celui qui sort avec un nœud des percepteurs, Achilo et Raou, les Moches. Tant qu'il n'a pas montré au percepteur qui est donc de l'autre côté, ou du fleuve, ou du pont, Chayav, il a transgressé le Shabbat s'il sort avec. Michirou, mais après qu'il ait déjà montré la Moches au percepteur, au second, à tour. S'il sort avec, il n'en a plus besoin. Donc, ça n'a plus de Khatiwood. Il a payé au premier, il a montré au second, il est pépère, on ne va plus l'embêter. Donc, ça n'a plus aucune valeur. Donc, dans ce cas-là, s'il sort avec le Shabbat, alors, il n'aura pas transgressé d'après la loi de la Torah. Parce que pour transgresser, comme on l'a dit, il faut que ça ait une Khatiwood de la valeur. Alors, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, ah, Fichérou les Moches, même quand il a montré le papier au second percepteur, il est coupable de la Torah, parce qu'il en a encore besoin. Maïd Minayu, c'est quoi entre eux la problématique? Amarbaye, Ikabenayu, Réité Moursa. Entre eux, il y a la problématique de celui, le coureur de ce qu'on appelle le percepteur. Donc, supposons qu'il n'est pas payé au premier, l'autre, il voit qu'il est passé de l'autre côté du fleuve à un autre endroit ou il est passé sur le pont au moment de la pause déjeuner, on lui envoie un réité Moussa, un coureur de fond, qui va le rattraper, qui va lui dire, Adoni, il faut payer la taxe. Rabba, Moches Gadol, Moches Katan, Rabba, il dit non, c'est quand il y a un grand percepteur, un petit percepteur. Donc, celui qui a la tête de la perception, c'est ce qu'on appelle le grand percepteur, qui habite pas loin de chez lui, et il a un employé qui, lui, habite sur le fleuve ou sur le pont, et lui, il va demander l'argent de ceux qui passent. Et donc, on parle de quelqu'un qui a montré le sceau du grand. Il a dit, moi, j'étais à la maison mère et j'ai payé ce que je veux. Et en vérité, il va se prendre la tête avec l'employé qui est là-bas. Rabbi Yehuda, il pense que dans ce cas-là, en général, les gens ils vont garder cette preuve que tout est bon, soit qu'il est payé, soit que le patron du service des impôts lui dit, écoute, c'est pour moi, t'as pas besoin de payer. Les deux solutions sont envisagées par Rachid. Et donc, il a besoin de garder ça tant qu'il n'est pas rentré, il n'a pas dépassé ça. Parce que tant qu'il n'a pas dépassé le second percepteur, à tout moment, on peut enlever et dire, monsieur, vous n'êtes pas en règle. Vous avez pénétré dans la ville, vous avez franchi le pont, vous avez pris la barge, sans payer ce que vous devez. Donc, mettez-vous en règle et après, on discutera. Rabashiyama Khan Mursa et Kabenayu. En vérité, leur discussion, c'est que seulement quand il y a un seul percepteur, même s'il n'a pas de coureur de fond pour faire le seul boulot à sa place, parce que d'après ça, quand il n'y en a qu'un seul, Rabbi Yehuda, il pense, bien qu'il n'y ait pas de crainte qu'il va demander de repayer une seconde fois, malgré tout, le Kesher, ce nœud qu'il lui a donné, il est une telle importance qu'il doit le ranger. Pourquoi? L'eau, l'air, les mochashini, la mar, Chazé Gavra, des Mochesana. Donc, c'est pour le cas où il y a le second, ou l'employé qui est en bas de l'échelle, il va lui réclamer quelque chose. Et donc, lui, il va lui dire à ce petit percepteur, regarde, moi, je suis quelqu'un de fiable parce que j'ai l'habitude de payer mes impôts.
je crois. On va s'arrêter là. C'est la fin du Daf Ain Chet.